Saviez-vous qu'il y a déjà eu une ville de compagnie dans les Laurentides, Mont-Roland? Non? Parfait, parce que je vais justement vous le faire découvrir. Mon nom est Philippe Aubry. Aujourd'hui, à l'Histoire d'un Nord, je vous parle de l'industrialisation dans les Laurentides. Tout d'abord, je vais vous expliquer que signifient ces mots-là. La révolution industrielle est un phénomène socio-économique répandu à travers l'Occident au 19e siècle. L'invention de la machine à vapeur permet la production à la chaîne en usine. Vers le tournant du 20e siècle, l'électricité prendra le relais. Les usines concentrent les emplois dans un même lieu. C'est ce qui amène les populations rurales à migrer vers les pôles d'emploi dans les villes qui s'urbanisent. Les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont aussi les instruments de l'industrialisation. On peut transporter matières premières et produits manufacturés à peu près partout et plus rapidement que jamais. Mais pour en arriver là, il faut beaucoup d'argent. Le développement des banques au 19e siècle permet aux grandes fortunes de se lancer en affaires. Ironiquement, on assiste à la prolétarisation des classes sociales inférieures de la société par le travail salarié non qualifié. Je vous mets en description en bas quelques vidéos pour en apprendre davantage si jamais ça vous intéresse. Bonjour! Présentement, je suis en direct des Laurentides. Si c'est votre première visite, je vous recommande fortement d'aller écouter les 3 autres épisodes déjà parus précédemment afin de mieux comprendre le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui. Bonne écoute! Bien que le curé Antoine Labelle a travaillé toute sa vie pour ça, dans la région des Hautes-Laurentides, peu de chemins de fer seront construits de son vivant. En fait, en 1875 au Québec, 90% des voies ferrées se situent sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Et on le sait, les Laurentides sont au nord, rien pour les rapprocher du bassin couvert par le train. Les bateaux à vapeur, si importants dans l'industrialisation de Montréal et de Québec, ne peuvent pas pénétrer dans les contrées éloignées du nord. Éventuellement, c'est la demande en bois de chauffage et de construction qui oblige le gouvernement du Québec à écouter les demandes des gens du Nord, dont le curé Labelle se fait le porte-parole. Dans les années 1850, un premier projet de voie ferrée est inauguré dans le comté d'Argenteuil, entre Saint-André et Grenville. Il permet le passage des marchandises vers Ottawa. Parce que le canal de Grenville sur la rivière des Outaouais est trop étroit pour que les bateaux à vapeur l'empruntent. Ce projet restera sans lendemain et ne sera jamais prolongé. On préfère investir dans un tracé qui passera par La Chute, avec un embranchement vers Saint-André en guise de compensation. C'est dans les années 1870 et 1880 que la ville de Saint-Jérôme voit le train arriver sur son territoire et elle devient le carrefour des embranchements des Basses-Laurentides. Inauguré en 1876, un premier tronçon arrive par Sainte-Thérèse. La Chute est reliée au réseau ferroviaire de la région la même année. En 1885, la Compagnie du Grand Nord dévoile son trajet Saint-Jérôme-New Glasgow à l'est des Laurentides. Bien sûr, les habitants des Hautes-Laurentides réclament ce moyen de transport chez eux. Progressivement, entre 1891 à 1909, le train du Nord atteint Saint-Sauveur, Labelle et Mont-Laurier. Un autre projet, le train de la colonisation de Montfort, reliera Saint-Sauveur, Arundel et Amherst entre 1890 et 1925. Il sera plus tard incorporé au Canadien national. Ce train est construit sur une voie ferrée plus étroite, mais on change rapidement les voies pour le standard de l'époque en 1897, question d'harmoniser les deux projets différents. Les rails sont retirés en 1962 et aujourd'hui, on a reconverti une partie du tracé en corridor sportif multifonctionnel à l'image du petit train du Nord. Voici donc une carte du réseau des voies ferrées dans les Laurentides à son étendue maximale. En passant, il est important de signaler que le train amène avec lui
le télégraphe et le téléphone. Vous vous demandez sans doute pourquoi c'est si peu développé. Ça tombe bien, parce que j'ai une réponse à ma propre question. C'est que la construction de chemins de fer implique de grandes sommes d'argent. C'est pas évident à amasser. Les investisseurs sont frileux, alors les municipalités et les gouvernements doivent mettre la main dans leur portefeuille. Mais, tout comme aujourd'hui, construction implique déjà corruption au 19e siècle. Oui, je sais, l'histoire se répète. On joue la spéculation des terres à exproprier. En plus, les compagnies forestières forcent la main au gouvernement du Québec en contribuant au budget provincial dans l'ordre de 20 à 30 % des revenus. Les scandales sont révélés au grand jour les uns après les autres. Le célèbre gouvernement d'Alexander MacDonald est d'ailleurs tombé en 1873 à cause du grand scandale des chemins de fer. Le Canadien Pacifique avait contribué à la caisse électorale du Parti conservateur en vue d'obtenir le contrat du transcontinental. L'affaire a été révélée et les libéraux de Mackenzie King tassent les conservateurs en 1874. Pour revenir au provincial, les partis politiques font et défont les progrès de leurs rivaux lors des passages au pouvoir. Tiens, ça vous dit quelque chose ça aussi? Et ce n'est pas que les Laurentides qui connaissent ces problèmes. Si le train permet l'arrivée de nouvelles industries dans la région, une d'entre elles existe avant le chemin de fer, mais profite de son arrivée. C'est l'industrie du bois. Et c'est à l'origine des premiers établissements permanents dans les Laurentides. On l'a déjà vu ensemble dans l'épisode sur les débuts de la colonisation. La coupe du bois et son transport sur les rivières approvisionnent d'abord le marché d'exportation vers la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les camps de bûcherons fournissent du travail saisonnier pendant les mois d'hiver aux colons laurentiens, et c'est un élément définissant de la culture canadienne-française. Éventuellement, les premiers villages formés auront des moulins pour scier le bois sur place. Pour comprendre la hausse de la demande du bois à partir des années 1870 et 1880, on n'a qu'à regarder la quantité de logements qui se construisent dans des villes comme Saint-Jérôme, Montréal ou Sherbrooke. En plus, l'urbanisation des États-Unis et la construction de milliers de kilomètres de voies ferrées nécessitent le bois des forêts laurentiennes. L'arrivée du train dans les Hautes-Laurentides assure le transport vers les villes carrefours comme Montréal, où tous les chemins de fer du Canada mènent. On va en couper du bois, mais en plus, c'est une première forme d'industrie de transformation dans la région. Entre 1890 et 1920, c'est justement l'âge d'or des scieries dans les Hautes-Laurentides. Tous les villages proches de la voie ferrée et d'un cours d'eau vont en voir surgir. En plus, d'autres entreprises de transformation du bois se développent dans les hameaux. Enfin, le gouvernement du Québec passe une loi interdisant l'exportation de la pulpe de bois. La transformation se fera dans la province. Les scieries sont actionnées par la force hydraulique et parfois, les moulins deviendront de petites centrales électriques au début du 20e siècle. C'est le cas à Saint-Jovite, ce qui va accélérer le développement du petit hameau. C'est donc l'arrivée de la modernité par l'industrialisation. Le tandem train-industrie forestière sera à l'origine du développement rapide du comté de la Belle. Ouf, c'est rapide, je vais prendre une petite pause. À Saint-Jovite, la compagnie G.H. Pearley installe justement son siège social à proximité de la gare, à l'arrivée de la voie ferrée dans les années 1890. Le secteur est connu sous le nom de Beatty-les-Pins et on peut désormais visiter ce lieu patrimonial. Mais les jours de l'industrie du bois sont comptés après la Première Guerre mondiale. La Grande Dépression frappe dur sur la demande en bois dans le monde. En plus, c'est qu'exploitant une ressource qui ne se renouvelle pas aussi vite qu'on la coupe, on finit par épuiser les forêts laurentiennes. Les compagnies forestières n'ont pas le souci du reboisement, contrairement à certains qui sont conscients des impacts environnementaux et économiques, comme le curé Deslauriers de Mont-Tremblant. Écolo avant le temps,
qui fera travailler ses paroissiens au reboisement dans la région dans les années 1930. L'industrie du bois et le train sont les deux ingrédients de base du développement des Laurentides. En guise de levure, il faut la volonté des industriels pour bien faire lever l'économie régionale. Voici deux villes qui sont des success stories industrielles dans la région, Saint-Jérôme et Lachute. Situé au portique des Laurentides, le curé Labelle considère sa paroisse comme la clé qui ouvrira la région à l'industrialisation. Comme le village est mené par un groupe d'hommes d'affaires dynamiques, Saint-Jérôme est déjà prospère avant l'arrivée du train. On assiste à un afflux des ruraux vers le village vers la fin des années 1870. Le phénomène d'urbanisation touche aussi des villages comme Sainte-Thérèse plus au sud. Fait intéressant, les petites villes industrielles des Laurentides sont capables d'attirer un bon nombre de campagnards qui prendraient autrement la route des États-Unis. Saint-Jérôme possède une quinzaine d'entreprises manufacturières en 1890. Les plus célèbres exemples sont la papetière Roland, courtisée par Labelle, et la pulperie Delisle. En 1920, la ville est un petit centre industriel. On fabrique de tout à Saint-Jérôme, que ce soit du caoutchouc, des cigares, du matériel roulant et même des chaussures. Il y a aussi de nombreuses scieries en opération sur le territoire. Pour bien vous situer dans le contexte de l'époque, je vais vous parler d'une entreprise qui existe encore aujourd'hui, la Roland, pionnière dans la région. L'entreprise est fondée par Jean-Baptiste Roland, un libraire de Montréal qui cherche à produire du papier au Québec. Il lui faut un fort pouvoir d'eau pour actionner sa future usine. La rivière du Nord à Saint-Jérôme est reconnue pour sa force hydraulique, si bien qu'on croyait avoir un Lowell du Canada dans la capitale laurentienne. C'est pas rien. Le curé Antoine Labelle vend les bienfaits de l'emplacement à Roland, vantant la rivière du Nord, mais surtout son train. On offre à l'entreprise un congé de taxe de 25 ans, une pratique courante des municipalités à l'époque industrielle en vue d'attirer des manufactures. L'usine est inaugurée en 1882. La production de papier fin commence l'année suivante. La compagnie acquiert rapidement une bonne réputation en raflant des prix pour la qualité de ses papiers. Le fils de Jean-Baptiste, Stanislas Jean-Baptiste, succède à la gestion de l'entreprise jéromienne. Au tournant du 20e siècle, il souhaite augmenter les opérations de son usine. Le maire de Sainte-Adèle, Wilfrid Grignon, cherche à courtiser cet homme d'affaires, en vue de le convaincre de construire sa nouvelle usine dans les pays d'en haut. Roland obtient un congé de taxe de 25 ans de la part de la municipalité de Sainte-Adèle. Notre cher Grignon n'a rien d'un séraphin. On construit la nouvelle usine en 1902-1903. Le lieu retenu est une chute sur la rivière du Nord, juste au sud-est de la ville de Sainte-Adèle. Sur place, il y a déjà des moulins et le secteur Mont-Roland devient ville indépendante de Sainte-Adèle à partir de 1917. Ce que Stanislas est devenu maire de Sainte-Adèle et il fait voter la création de la nouvelle municipalité. Mont-Roland devient une ville-industrie vivant pour et par l'usine. Les Roland vont octroyer des prêts aux acheteurs des terrains pour les aider à se bâtir des maisons. La construction de l'église est assurée par la compagnie ainsi que ses matériaux. L'école sera tenue dans une maison prêtée. Les propriétaires n'hésitaient pas à aider financièrement les résidents de la municipalité. Si le besoin se faisait sentir, c'est que si l'entreprise va mal, la ville aussi, et vice-versa. Et justement, l'usine de Mont-Roland ferme en 1990, obligeant la municipalité à fusionner à Sainte-Adèle en 1997. La ville aura vécu le temps d'une compagnie. Je me trouve sur le site de la Roland à Sainte-Adèle. La majeure partie des édifices sont encore debout et ont été reconvertis. C'est une excellente nouvelle pour le patrimoine de la région. Dans la partie ouest des Laurentides, un autre pôle industriel se forme dans les années 1880 autour de Lachute et Brownsburg. L'arrivée du train en 1876 donne l'avantage à Lachute, petite ville de 650 habitants, sur le village de Saint-André,
lui qui a pourtant connu le chemin de fer bien avant la chute. Comme le nom le dit, la chute est un emplacement idéal pour faire tourner des moulins grâce à la force de l'eau de la rivière du Nord. Deux usines d'envergure apparaissent donc à la chute, la papetière J.C. Wilson et la manufacture de lainage Ayers. Pour votre connaissance personnelle, la compagnie Wilson est encore à la chute aujourd'hui, mais c'est le groupe Cascade qui l'opère désormais. Bref, comme c'est le cas ailleurs, la présence d'une voie ferrée et d'un cours d'eau favorise la venue des entreprises. La ville voit sa population tripler entre 1885 et 1925 autour d'un petit noyau dont on remarque encore aujourd'hui l'empreinte sur la rue principale. On y retrouve des maisons qui pourraient aussi bien se retrouver à Montréal comme celle-ci. En 1901, la même année qu'est créée la Montreal Light, Heat and Power, la chute commence à s'électrifier. En 1920, comme pour Saint-Jérôme, la vocation industrielle de la chute est très claire. Toutefois, la chute ne sera jamais aussi importante, étant donné sa position moins stratégique. Le nombre d'usines reste inférieur, ce qui explique une population beaucoup moins nombreuse encore aujourd'hui. Brownsburg, à quelques kilomètres de là, voit aussi des entreprises s'installer sur son territoire. On n'a qu'à penser à cette manufacture de cartouches de fusil, dont la demande générée par la Première Guerre mondiale viendra consolider la position. Alors, est-ce que les Laurentides connaissent l'industrialisation? Le train, si cher au curé Labelle, c'est une grande autoroute qui assure le tournant industriel connu dans la région. Il permet l'envol de l'industrie du bois de sciage dans les Hautes-Laurentides en répondant à la forte demande en matériaux des centres urbains au sud. Saint-Jérôme et La Chute, deux petits centres industriels, naissent immédiatement après l'arrivée du train sur leur territoire. Sans le pouvoir des eaux, les Laurentides n'auraient pas connu de grandes papetières si importantes pour l'économie régionale, que ce soit la Roland ou la Wilson, aujourd'hui propriété de Cascade. En plus, le train va propulser les Laurentides dans une nouvelle ère vers la fin du 19e siècle, celle de l'industrie touristique. Mais je dois arrêter ici pour aujourd'hui. Mon nom est Philippe Aubry, à l'Histoire d'un Nord. Si l'émission d'aujourd'hui vous a plu, aimez, commentez et partagez. Je vous remercie de votre soutien et en tant que votre historien des Laurentides, je vous dis à bientôt.